Bonjour et bienvenue dans Prague Hebdo, le podcast de Radio Prague International. Aujourd'hui, nous irons à la découverte des studios de cinéma de Barrandov à Prague. Mais avant cela, on vous emmène dans un autre coin du 5e arrondissement de Prague. Depuis quelques jours, 4 chevaux de Przewalski, espèce menacée d'extinction, occupent un enclos sur la colline de Divčí Hrady. Cette réintroduction en milieu naturel est le fait du zoo de Prague, très impliqué dans la sauvegarde de cette espèce. Les détails avec Anna Kubishta. Le zoo de Prague élève depuis plusieurs décennies et avec succès des chevaux de Przewalski qui n'ont survécu qu'en captivité depuis les années 1960. Longtemps considérés comme les derniers chevaux sauvages, ils seraient en réalité les plus proches descendants des premiers chevaux domestiqués voilà 5500 ans. Une étude publiée dans le magazine Science en 2018 a bouleversé nos connaissances jusqu'alors, établissant qu'il n'existait résolument plus aucun cheval sauvage sur Terre. Une équipe internationale de généticiens et d'archéologues ont établi que le cheval de Przewalski était directement issu du cheval du Botaï au Kazakhstan, premier représentant domestiqué de la branche équine. Ces chevaux robustes, brun clair à la crinière hérissée, doivent leur nom à l'explorateur russe d'origine polonaise, Nikolai Mikhailovitch Przewalski, à qui on montra pour la première fois en 1879 ce cheval que les Mongols appelaient et appelle toujours Tak. Depuis le 19 avril, 4 représentants de cette espèce désormais protégée sont à découvrir dans leur enclos aménagé sur la colline de Divčí Hrady dans le 5e arrondissement de Prague. Directeur du zoo de Prague, Miroslav Bobek explique pourquoi cet endroit précis a été choisi. Ce n'est pas à cause de la belle vue, évidemment, mais ici, dans la vallée de Prokop, les espaces naturels sont très précieux et on peut dire que toute la partie supérieure où se trouvent les chevaux l'est aussi. Dans l'enclos, il y a une réserve de fourrage en cas d'urgence, mais le but, c'est que les chevaux paissent et se nourrissent de ce que peuvent offrir les 20 hectares. Cela permettra dans le même temps de renouveler les communautés animales et végétales originelles. Depuis les années 1930, le zoo de Prague est un pionnier dans la sauvegarde du cheval de Przewalski, dans son élevage et dans sa réintégration dans son environnement naturel. Plus de 230 poulains sont ainsi nés dans la capitale tchèque au cours de cette histoire de préservation quasi centenaire. Et aujourd'hui, le zoo de Prague est engagé dans un vaste programme de réintroduction de l'espèce dans les steppes mongoles. Il a ainsi permis la réacclimatation de 34 juments et étalons dans leur pays ancestral qui depuis ont été lâchés dans la nature. À Prague aussi, l'objectif est de permettre la reproduction de cette espèce jadis quasi entièrement décimée par la chasse. Aux 4 juments actuels qui viennent d'être réintroduites dans l'enclos pourraient être adjoints dans quelques mois des étalons. Dans quelques temps, nous pourrions avoir le plaisir d'accueillir des poulains. Peut-être qu'à l'avenir, ces poulains pourraient être destinés à rejoindre les troupeaux réintroduits en Mongolie. Les 4 juments qui répondent aux doux noms de Sikara, Kamina, Grune et Lana sont originaires de Dolny Dobřejov, à 80 km au sud de Prague. C'est là que se trouve le centre d'élevage et d'acclimatation des chevaux, notamment ceux qui sont destinés à être réintroduits en Mongolie. Quant à ceux visibles sur la colline de Divčí Hrady, les précautions d'usage sont évidemment de mise, comme le souligne Miroslav Bobek. Il ne faut ni les caresser ni leur donner à manger. Les caresser peut s'avérer dangereux car ils peuvent vous mordre et vous arracher un doigt. Mais surtout, il ne faut les nourrir sous aucun prétexte. Voilà, et pour se rendre sur la colline historique de Divčí Hrady ou Dievin, le plus simple est de prendre le métro B jusqu'à la station Jenonice et de là marcher jusqu'au plateau où se trouve l'enclos. L'ensemble du site est par ailleurs l'occasion d'une belle balade, que ce soit en descendant dans la vallée de Prokop ou en profitant de la vue imprenable sur Prague et la Vltava depuis le surplomb rocheux. Piaf, la môme Piaf.
Tu as l'air d'une fée. Non, je dois chanter, Louis, j'ai pas le choix. Les studios de cinéma de Barrandov à Prague sont intimement liés à l'histoire de la République tchèque et de la Tchécoslovaquie. Ils sont d'abord attachés à une famille pas comme les autres, les Havel. Créés pendant la première République tchécoslovaque, l'occupation nazie fait d'eux l'un des centres de tournage des films de propagande. Après le coup de Prague, les studios ont été nationalisés jusqu'à la révolution de velours. Aujourd'hui, ils appartiennent au groupe industriel Moravia Steel et vivent essentiellement des productions internationales. Thibaut Maillet nous fait visiter les lieux en compagnie de Jakub Zika, chargé des relations extérieures pour les studios de Barrandov. À peine a-t-on franchi la barrière d'entrée et contourné l'imposant bâtiment principal, blanc immaculé, drapeau flottant sur le toit, on comprend que les studios de Barrandov, c'est une histoire qui démarre dans les années 30. Et juste là, on trouve le tout premier bâtiment qui a été construit au studio de Barrandov. À droite, vous avez le premier bâtiment qui a été construit ici au studio de Barrandov. C'était le transformateur. Ils avaient évidemment besoin d'électricité et dans ce transformateur, on transformait du haut voltage en un voltage plus bas. Il date de 1931. Aujourd'hui, le bâtiment il abrite l'entreprise Steel King. C'est l'une des branches de Barrandov, une boîte de services et de production. On continue le long de ce qui ressemble énormément à une rue, une allée goudronnée avec des voitures garées sur les côtés. Et en face, c'est une très grande fresque colorée qui est peinte sur le mur. Now we are passing the fresque, you know. It's a fresque about, you know, which Là, nous passons devant la fresque. Elle représente l'ambiance d'un tournage dans les années 30. Le peintre s'est basé sur une photo originale du tournage du film. Je vous préviens, c'est impossible à traduire. Obrácení Ferdiše Pištory. To French to English. Odvrácení Ferdiše Pištory. This is the name of the movie. On voit 4 hommes, acteurs, techniciens, montés sur une scène. C'est une ambiance années 30, évidemment. Ce qui est drôle, c'est que l'un des gars s'appuie avec sa main sur la lumière. En réalité, ces projecteurs étaient très chauds, plusieurs centaines de degrés même. Ils se seraient méchamment brûlés s'ils faisaient vraiment ça. Bon, ce n'est donc pas complètement réaliste. D'ailleurs, il y a un autre détail amusant. Plus bas sur le mur, comme un peu partout dans le studio, il y a un panneau qui signale une rue exactement du même type que les panneaux de la ville de Prague. Oh yeah, but it's just fun, you know. Ah oui, c'est vrai. La vraie adresse de tous les studios, c'est Křiženeckého náměstí, mais nous avons nommé les rues d'après des réalisateurs tchèques connus. Là, on est sur la rue Menzel, donc de Jiří Menzel. On a la rue Martin Frič, celle de Miloš Forman aussi. C'est uniquement pour s'orienter. Orientation, for orientation, you know. It's not making any sense. Et justement, à quel point ils sont grands ces studios? We have got C'est vraiment énorme. Je crois qu'on a plus de 360 000 mètres carrés avec les décors extérieurs qui font eux 166 000 mètres carrés avec un horizon dégagé. Les décors extérieurs sont le trésor de Barrandov. Les réalisateurs adorent l'horizon dégagé sans construction en fond. Really, you know, treasure. Now we call it new halls, new studios. Là, nous arrivons devant ce que nous appelons les nouveaux studios. Pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation, Joseph Goebbels voulait déplacer la production des films de propagande ici, au studio de Barrandov. Il a fait construire ces studios numéros 5, 6 et 7. Number 5, number 6 and number 7. Ils ont gardé l'apparence de l'époque, ils sont mitoyens, alignés, collés les uns aux autres. Alors c'est certain que de l'extérieur, comme ça, ils ne payent pas vraiment de mine. Mais derrière les grandes portes en métal, je pense qu'elles doivent pouvoir faire passer des camions. Tout a été modernisé. Ces grands hangars vides sont à la fois insonorisés, mais aussi totalement modulables pour y créer, par exemple, la chapelle Sixtine, une église ou un appartement. Alors malheureusement, il ne sera pas possible d'aller voir à l'intérieur. Ils sont loués et alors à la disposition complète de la production du film. Quoi qu'il en soit, juste en face, là on peut y aller. Et il s'agit d'une des branches du studio, c'est là qu'on fabrique les décors.
Bonjour, on peut faire une photo avec vous? L'ambiance est vraiment saisissante ici. C'est un atelier très long et très éclairé. Dans l'air, on sent même, avec le masque, la poussière blanche. Et visuellement, ça crée un petit halo autour de toutes les créations qui sont sur les étagères. On va aller voir. Yann, c'est apparemment un sacré artiste. Dans ce bureau, cet homme travaille pour Barrandov depuis au moins 40 ans et il fait un travail incroyable. Bonjour Yann, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce sur quoi vous travaillez en ce moment? Je suis en train de faire couler ces petites têtes dans ce moule. Je ne sais même pas pour quel film. Les tournages se succèdent tellement vite ici. Et vous travaillez quelle matière? Ça ressemble à du plâtre, non? On les fabrique à partir du plâtre et du stratifié. J'ai une toute dernière question. Tout ce qui est autour de nous, c'est vous qui l'avez fait. Je vois par exemple une reine d'Égypte, beaucoup de visages, quelques animaux. Tout ça, c'est vous qui avez travaillé dessus? Tout ce que vous voyez ici, je l'ai fait moi-même. Certains masques ont été créés par mes collègues, des collègues qui ne sont plus là. C'est une technique que l'on n'utilise plus aujourd'hui. J'ai fait aussi tous les objets accrochés au mur dans la pièce d'à côté. Cela fait quand même 50 ans que je travaille ici. À vrai dire, je suis presque le seul à travailler dans l'atelier. Vraiment, je n'en reviens pas de l'ambiance que créent tous ces objets. Ils sont si bien faits, l'illusion est vraiment parfaite. Il y a des fleurs de lys accrochées au mur, l'aigle impérial du Troisième Reich avec la croix gammée, sans doute pour un film historique, en tout cas j'espère. Des artefacts, il y en a vraiment jusqu'au plafond. Et donc maintenant, retour dans l'atelier juste à côté. On n'a pas le droit de prendre en photo un cercueil orné, magnifique, en préparation. Alors, je vais essayer de ne pas répéter ça trop souvent, mais c'est vraiment une caverne d'Ali Baba en face de nous. Il y a 2 anges énormes qui sont accrochés au plafond de part et d'autre du bâtiment et quelques dizaines de personnes sont en train de travailler sur différentes productions. Et apparemment, on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'on va maintenant vers le département des costumes et puis celui des accessoires. Ici, on a environ 500 000 pièces de costumes et pour les accessoires, je ne saurais pas vous dire, mais sans doute plus d'1 million d'objets. Et donc, ici, tout peut être loué par les productions. Vous pouvez louer les costumes et même si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez les commander en ligne et les studios de Barrandov les livrent directement sur le lieu de tournage. On sent qu'on approche du département des costumes parce que justement devant nous, il y a un jeune homme, il rapporte un ensemble, il a l'air de dater, en tout cas il ressemble à des costumes de la Renaissance, velours noir et brodé de fil doré. Ici, c'est donc le département des costumes, des chaussures et des perruques. Le bâtiment est divisé en 4 étages. Au sous-sol, il y a les uniformes et les costumes médiévaux. Au-dessus, les costumes des femmes depuis les années 40 jusqu'à nos jours. Nous avons un étage pour les hommes et puis il y a les perruques et les chaussures. Et là donc on grimpe jusqu'à l'étage des costumes féminins. C'est presque étonnant, mais tout le monde ici baisse instinctivement la voix. C'est comme si l'ampleur des collections faisait se sentir tout petit, ou si le fait qu'il y ait plein de draps et de vêtements et que ça étouffe énormément le son, incite tout le monde à chuchoter. C'est une série de colliers, des chapeaux à plumes de toutes les couleurs, des masques de théâtre italien. C'est vraiment un vrai trésor. Dans un film, vous devez habiller aussi bien le roi que les servants. Et il faut que tout ait l'air d'avoir déjà été utilisé. On a de tout, des vêtements propres, on peut les salir également. Alors pour ce qui est d'habiller les rois, il n'y a pas à dire, il y a de quoi faire. Hein. Des couronnes dans tous les sens, beaucoup de bijoux, des fourrures. Il y a même le bicorne de Napoléon avec une cocarde tricolore. Donc il y a des choses vraiment bizarres, comme ce chapeau avec je dirais un peu le chapeau du grand Schtroumpf, mais rempli
rempli et recourbé sur la tête. C'est vraiment très étrange. Parfois, pour des films de science-fiction, ils demandent des choses très spéciales. Et donc, on a une collection d'objets vraiment très bizarres. Et maintenant, direction les chaussures. On part du fond de la pièce où on trouve des Converse, des chaussures tout à fait modernes. Enfin, s'il y a des bottes qu'on imagine appartenir à des soldats, puis plus on avance, plus on tombe sur des chaussures de notre âge. Donc c'est une pièce qui est remplie de chaussures. Bon, il y a l'odeur qui va avec, on a un peu l'impression parfois d'être dans un vestiaire. Il y a des bottes en caoutchouc. Non, c'est vraiment, encore une fois, éclectique et on s'imagine que chaque acteur ici peut trouver chaussures à son pied, ça c'est certain. Et même les chaussures qu'on dirait normales, enfin celles qui ne sont pas surprenantes a priori, là c'est une paire de baskets normales, sauf que pour la pointure c'est inhumain, c'est au moins je sais pas, du 60 si ce n'est davantage. Que dire? Tout est sous nos yeux. Et donc petit bond dans le temps, mais on se retrouve quelques bâtiments plus loin, dans un bâtiment assez surprenant, et c'est là qu'on trouve tous les accessoires. Ici, il y a un Français qui travaille. On va aller le chercher, il s'appelle Michel. Il y a des lustres partout au plafond, des boules à facettes. Vraiment, il ne manque pas d'éclairage, même un panneau policier, il y a vraiment de tout, c'est impressionnant. Ça part. Le plus vieux, c'est ici, c'est 150 ans de télégraphe. Un télégraphe, hein, c'est ça, qui marche encore d'ailleurs, tout en laiton. C'est le plus vieux. Ok. Et après on a des téléphones, on a des... Qu'est-ce qu'on a? Quelques lampes peut-être. C'est surtout Première et Deuxième Guerre mondiale. Toutes ces choses-là. Ce sont tous des objets d'origine qui ont été conservés? Oui, à 99%. Après, il y en a qui sont faits spécialement pour les films. Donc il y a quelques trucs en plâtre ou pas très solide, quoi. Mais en général, c'est original. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus demandé dans toutes vos collections? C'est surtout les lampes de table, les lustres qu'on peint, les abat-jours, toutes ces lampes-là. Il y a de tout. Il y a du gothique, il y a aussi, comme il y a pas mal de, comment on dit en français, les fairy tales. Les contes de fées. Les contes de fées. Enfin, maintenant, il y en a un peu moins. Bon, maintenant, avec Netflix, c'est surtout les films de guerre. Hein. C'est toujours la guerre. Donc, c'est Première et Deuxième Guerre mondiale. Dans cette collection, vous savez combien il y a de pièces? Ah, c'est une bonne question. En fait, je ne sais pas. Peut-être 5000, hein, peut-être. Plus. Et donc, votre travail, ça consiste à en prendre soin également, à les réparer si jamais il y a un problème? L'origine, c'était ça. C'était surtout l'entretien. Parce que tout ce qui se prête s'abîme. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et puis là, depuis 2-3 ans, je fais surtout la location. Je peux juste vous demander comment vous êtes retrouvé ici à Barrandov? À Barrandov, par hasard, il y avait une annonce, c'était en 96. Ça fait 25 ans que je suis là. Donc voilà quoi. Et maintenant, vous n'êtes pas parti, 25 ans? Bah oui, voilà, je suis resté. Et je regrette pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Hasta luego. C'est la fin de cette émission préparée pour vous par la rédaction française de Radio Prague International. Elle vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova, réalisation Pavel Kahoun. Portez-vous bien, à la prochaine.